Et si le seul mur entre vous et le succès, c'était une croyance invisible? Depuis l'enfance, on nous répète ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Peu à peu, ces phrases deviennent des prisons mentales. Mais voici la vérité. Vos limites ne sont pas des faits, ce sont des histoires. Aujourd'hui, nous allons les déconstruire. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer la façon dont vous prenez vos décisions dès demain. Si vous voulez libérer votre potentiel, ce message est pour vous. Leçon 1. Identifiez la croyance, pas l'excuse. Pour entamer un véritable processus de transformation personnelle, il est impératif de comprendre que nos excuses ne sont que la couche superficielle d'un mécanisme de défense bien plus profond. Une excuse est une construction narrative que l'esprit utilise pour justifier l'inaction et éviter l'inconfort lié au changement ou au risque d'échec. Cependant, sous cette façade se cache une croyance limitante, une certitude ancrée qui définit ce que nous pensons être possible ou impossible pour nous-mêmes. Identifier cette croyance nécessite une honnêteté radicale et une introspection courageuse, car cela revient à admettre que le frein n'est pas extérieur, le manque de temps, d'argent ou d'opportunités, mais intérieur. C'est l'étape de la mise à nu, où l'on cesse de pointer du doigt les circonstances pour regarder en face les vérités que l'on s'est racontées pendant des années. Le processus de distinction entre l'excuse et la croyance commence par une analyse sémantique de notre propre discours. Quand vous dites « je n'ai pas le temps de lancer ce projet », la croyance sous-jacente pourrait être « je ne mérite pas de réussir » ou « je ne suis pas assez organisé pour gérer de grandes responsabilités ». En écrivant ces pensées noir sur blanc, on leur retire leur pouvoir mystique. Une pensée qui reste dans l'ombre de l'inconscient agit comme un logiciel invisible qui dirige nos actions. Une pensée couchée sur papier devient un objet d'étude, une donnée que l'on peut analyser froidement. La clarté que procure cette mise par écrit est le premier pas vers la liberté, car on ne peut pas combattre un ennemi que l'on n'a pas nommé. C'est en nommant précisément la peur, par exemple la peur du jugement social ou la peur de l'inadéquation, que l'on commence à désamorcer la charge émotionnelle qui lui est rattachée. La clarté permet également de comprendre l'origine de ces croyances, souvent héritées de l'enfance, de l'éducation ou de traumatismes passés. En identifiant la racine, on réalise que ces vérités ne sont en réalité que des interprétations subjectives de la réalité. Ce ne sont pas des lois universelles, mais des scripts obsolètes. En prenant conscience de cette distinction, l'individu passe du statut de victime de son destin à celui d'architecte de sa réalité. C'est un basculement de paradigme essentiel. Si la croyance est une construction, alors elle peut être déconstruite et remplacée. Ce travail d'identification est fastidieux car le cerveau préfère la sécurité du connu, même si ce connu est limitant, à l'incertitude de la nouveauté. Pourtant, c'est dans cet espace de lucidité que naît la possibilité de choisir une nouvelle direction, libérée des chaînes invisibles des excuses quotidiennes. Enfin, l'identification de la croyance permet de mobiliser les ressources psychologiques nécessaires pour la suite du parcours. Une fois que l'on a compris que l'obstacle est une perception mentale, l'énergie que l'on dépensait à se plaindre de l'excuse peut être réinvestie dans la recherche de solutions. C'est une phase de responsabilisation totale. L'individu comprend que sa liberté commence là où ses excuses s'arrêtent. En documentant chaque « je ne peux pas » et en cherchant la peur qui se cache derrière, on crée une carte routière de ses propres zones d'ombre. Cette carte est indispensable pour ne pas tourner en rond dans les mêmes schémas de vie. La clarté n'est pas seulement une illumination intellectuelle, c'est une décision pragmatique de ne plus vivre dans l'illusion de l'impuissance, ouvrant ainsi la voie à une existence dirigée par l'intention plutôt que par l'habitude. Leçon 2. Remplacer les preuves imaginaires par des faits. L'esprit humain possède une capacité phénoménale, mais parfois destructrice, celle de créer des scénarios catastrophes basés sur des suppositions plutôt que sur des réalités tangibles. Face à un défi, notre cerveau limbique, dont le rôle est de nous protéger, va chercher dans notre mémoire toutes les raisons pour lesquelles nous pourrions échouer. Il compile ce que l'on appelle des preuves imaginaires, des souvenirs déformés de revers passés,
des critiques reçues il y a 10 ans, ou des projections anxieuses sur le futur. Ces preuves semblent réelles car elles sont chargées d'émotions intenses comme la honte ou la peur. Pour briser ce cycle, il faut adopter une démarche quasi scientifique, une forme de scepticisme bienveillant envers ses propres pensées. Il s'agit de soumettre chaque doute à l'épreuve de la vérité factuelle. Existe-t-il une preuve concrète et irréfutable que je vais échouer cette fois-ci? Le biais de confirmation joue ici un rôle majeur, car nous avons tendance à ne remarquer que les informations qui valident nos peurs. Si je crois que je suis mauvais en public, mon cerveau va ignorer les 10 fois où j'ai parlé sans problème pour se focaliser uniquement sur le bégaiement que j'ai eu lors d'un exposé à l'école primaire. Pour contrer cela, il faut activement chercher des contre-exemples. Les contre-exemples sont des moments, même minimes, où vous avez agi de manière contraire à votre croyance limitante. Peut-être n'avez-vous pas encore réussi à créer une entreprise, mais vous avez réussi à organiser un événement complexe ou à apprendre une langue étrangère. Ces succès, bien que dans des domaines différents, prouvent que vous possédez les capacités d'apprentissage, de persévérance et de résolution de problèmes nécessaires. En listant ces faits, vous commencez à éroder la structure de la croyance limitante, car elle ne survit que dans le flou et l'exagération. L'analyse des faits demande aussi de distinguer ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas. Souvent, nos preuves imaginaires reposent sur les réactions potentielles des autres, que nous ne pouvons ni prédire ni diriger. En nous concentrant sur les faits, comme nos compétences actuelles, les ressources à notre disposition et les étapes concrètes à franchir, nous ramenons le pouvoir dans notre camp. Il est utile d'écrire une colonne « Ce que je crains » et une colonne « Ce qui s'est réellement passé par le passé dans des situations similaires ». On s'aperçoit alors que la réalité est bien moins terrifiante que la fiction mentale. Les faits sont neutres et froids, ils ne jugent pas, ils informent. Utiliser les faits comme bouclier contre l'anxiété permet de stabiliser l'ego et de réduire le bruit mental qui paralyse l'action. Pour ancrer cette habitude, il est nécessaire de devenir un observateur objectif de sa propre vie. Chaque soir, on peut noter 3 faits qui contredisent une croyance négative. Si vous pensez « je ne finis jamais ce que je commence », notez le fait que vous avez terminé votre café, que vous avez fini de lire un article ou que vous avez complété une tâche au travail. Ces micro-faits, accumulés, forment une base de données solide qui finit par supplanter les vieilles preuves imaginaires. Le cerveau commence alors à se recabler pour chercher la réussite plutôt que l'échec. C'est une éducation de l'attention. En remplaçant les fantasmes d'échec par des certitudes factuelles, on construit une confiance en soi qui n'est pas basée sur une motivation éphémère, mais sur une réalité vérifiable. La vérité devient alors le socle de la liberté. Leçon 3. Changez votre dialogue intérieur. Le dialogue intérieur est le flux constant de pensées qui commente nos actions, nos sentiments et notre environnement. Ce n'est pas une simple conversation anodine, c'est le moteur de notre biochimie. Chaque fois que nous nous disons « je suis nul », notre cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress, ce qui diminue nos capacités cognitives et nous rend effectivement moins performants. À l'inverse, un dialogue intérieur constructif peut stimuler la dopamine et l'ocytocine, favorisant la créativité et la résilience. Changer ses mots, c'est donc changer sa biologie. Il ne s'agit pas d'adopter une pensée positive naïve qui nierait la difficulté, mais d'adopter un langage de croissance. Le passage de « je ne suis pas capable » à « je ne suis pas encore capable » ou « j'apprends à devenir capable » modifie radicalement la perception de soi. Le premier terme est une condamnation définitive, le second est un processus ouvert. Les mots que nous utilisons sont des prophéties auto-réalisatrices. Si vous qualifiez un défi de « problème insurmontable », votre esprit se ferme pour économiser de l'énergie face à ce qu'il perçoit comme une impasse. Si vous le qualifiez de « casse-tête stimulant », votre cerveau entre en mode « résolution de problèmes ». La plasticité cérébrale nous enseigne que nos circuits neuronaux se renforcent avec la répétition. En répétant des affirmations basées sur l'effort plutôt que sur le don inné,
Nous entraînons notre esprit à valoriser le processus. Par exemple, au lieu de se dire « je n'ai pas de talent pour ça », on peut se dire « je n'ai pas encore investi assez de répétitions pour maîtriser cette compétence ». Cela dépersonnalise l'échec et le transforme en une simple question de logistique et de temps. Le dialogue intérieur devient alors un allié, un coach personnel plutôt qu'un critique impitoyable. Il est crucial de repérer les mots poison tels que toujours, jamais, doit ou il faut. Ces termes créent une pression inutile et généralisent des situations isolées. Je rate toujours tout est une contre-vérité flagrante qui paralyse. J'ai raté cette tâche spécifique aujourd'hui est un fait gérable. En affinant notre langage, nous gagnons en précision et en calme. On peut également utiliser la technique de la troisième personne pour prendre de la distance, se parler à soi-même comme on parlerait à un ami cher. Nous sommes souvent bien plus durs envers nous-mêmes que nous ne le serions envers n'importe qui d'autre. En changeant le « je » par votre prénom dans votre dialogue intérieur, vous créez une distance psychologique qui permet de voir la situation avec plus de compassion et d'objectivité, réduisant ainsi l'impact émotionnel des pensées négatives. La transformation du dialogue intérieur demande une vigilance de chaque instant au début, mais elle finit par devenir automatique. C'est une véritable reprogrammation mentale. Imaginez que votre esprit soit un jardin. Les pensées négatives sont des mauvaises herbes qui poussent sans effort. Les pensées constructives sont des plantes que vous devez cultiver consciemment. Avec le temps, le jardin change d'aspect. En choisissant délibérément des mots qui ouvrent des possibilités plutôt que de fermer des portes, vous créez un environnement interne propice à l'audace. Vous n'êtes plus l'esclave de vos réactions émotionnelles automatiques, mais le maître de votre récit personnel. Cette maîtrise du langage interne est peut-être l'outil le plus puissant pour quiconque souhaite reprendre les rênes de sa vie et explorer son plein potentiel. Leçon 4. Agissez avant d'être prêt. L'une des plus grandes illusions de l'esprit humain est de croire que la confiance doit précéder l'action. Nous attendons de nous sentir prêts, d'avoir toutes les réponses ou de ne plus ressentir de peur avant de nous lancer. Pourtant, la confiance n'est pas une cause, c'est une conséquence de l'action. Attendre d'être prêt est souvent une forme sophistiquée de procrastination, un moyen pour l'ego de rester dans sa zone de confort sous couvert de perfectionnisme. La réalité est que l'on n'est jamais vraiment prêt pour ce qui est nouveau. L'action a une vertu thérapeutique. Elle court-circuite les boucles de réflexion infinies qui alimentent l'anxiété. En faisant un pas, même petit et imparfait, on change les données du problème et on obtient des informations que la simple réflexion ne pourrait jamais nous fournir. L'action agit comme un solvant sur les croyances limitantes. Quand vous agissez, vous prouvez physiquement à votre cerveau que sa peur était exagérée. C'est ce qu'on appelle la thérapie par exposition dans le domaine de la psychologie. S'exposer graduellement à l'objet de sa peur pour en réduire la charge émotionnelle. Chaque petit succès génère une microdose de dopamine qui renforce le circuit de la récompense et nous pousse à aller plus loin. Le concept de petits pas est ici fondamental. Un grand rêve peut être écrasant et paralyser le système nerveux, mais une action minuscule, comme passer un appel, écrire une page ou s'inscrire à une formation, est gérable. C'est l'accumulation de ces petites victoires qui finit par déplacer des montagnes, car elle crée un élan, un momentum qui devient plus fort que la résistance intérieure. La notion de prêt est d'ailleurs une cible mouvante. Plus on en sait, plus on réalise l'étendue de ce qu'on ignore, ce qui peut paradoxalement accroître l'hésitation. En choisissant d'agir dans l'imperfection, on accepte le chaos inhérent à la croissance. C'est dans le feu de l'action que les compétences s'aiguisent et que le caractère se forge. L'échec lui-même, perçu à travers le prisme de l'action, cesse d'être une fin pour devenir un retour d'expérience, feedback. Si vous agissez et que cela ne marche pas, vous apprenez quelque chose de concret. Si vous n'agissez pas par peur, vous n'apprenez rien et vous restez prisonnier de vos suppositions. L'audace consiste à tolérer l'inconfort de l'incertitude au profit de la possibilité du progrès. En fin de compte,
La vie ne récompense pas ceux qui savent, mais ceux qui font. L'intellectualisation peut être une prison dorée où l'on se sent intelligent, mais où l'on reste immobile. Passer à l'offensive contre ses propres peurs nécessite de détrôner la réflexion au profit du mouvement. Un petit pas aujourd'hui a plus de valeur qu'un plan parfait l'année prochaine, car l'action d'aujourd'hui vous transforme immédiatement. Elle modifie votre identité. Vous passez de quelqu'un qui aimerait faire à quelqu'un qui est en train de faire. Ce changement d'identité est le moteur le plus puissant du changement durable. Ne laissez pas votre esprit vous convaincre que vous avez besoin de plus de préparation. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire le premier pas, et le deuxième pas n'apparaîtra qu'une fois le premier franchi. Leçon 5. Entourez-vous de preuves vivantes. Nous sommes des êtres profondément sociaux, et notre cerveau est équipé de neurones miroirs qui nous poussent à imiter les comportements, les émotions et même les limites de notre entourage. Si vous passez tout votre temps avec des personnes qui pensent que le monde est dangereux et que le succès est réservé aux autres, votre propre psychisme finira par adopter cette norme pour rester intégré au groupe. À l'inverse, s'entourer de preuves vivantes, des personnes qui ont déjà accompli ce que vous jugez impossible, agit comme une reprogrammation directe de votre subconscient. En voyant quelqu'un de réel avec ses forces et ses faiblesses réussir là où vous hésitez, la croyance limitante perd de sa crédibilité. La réussite ne semble plus être une abstraction ou un miracle, mais un processus logique et accessible. La présence de preuves vivantes modifie notre définition de ce qui est normal. Si dans votre cercle social, courir un marathon ou lancer une entreprise est une chose courante, vous finirez par considérer ces exploits non pas comme des sommets inaccessibles, mais comme des étapes naturelles de la vie. C'est l'effet de proximité. L'excellence devient contagieuse. Rechercher ses mentors, formels ou informels, est une stratégie de survie psychologique. Ces personnes ne sont pas seulement des sources d'information, elles sont des sources d'énergie. Leur simple existence invalide vos excuses les plus ancrées. Quand vous voyez quelqu'un qui est parti de plus bas que vous et qui est allé plus loin, l'argument du « je n'ai pas les bonnes cartes en main » s'effondre de lui-même. Vous êtes alors forcé de vous confronter à votre propre potentiel. Il ne s'agit pas nécessairement de connaître ces personnes personnellement, bien que cela soit idéal. À l'ère numérique, nous avons accès aux pensées, aux routines et aux parcours des plus grands esprits du monde, via les livres, les podcasts ou les conférences. Consommer le contenu de personnes qui ont brisé leurs propres barrières est une manière de saturer votre esprit de nouvelles possibilités. Cependant, l'interaction réelle reste la plus puissante. Participer à des groupes de pairs, s'engager dans des communautés d'apprentissage ou trouver un mentor permet des échanges qui recadrent instantanément vos doutes. Un mentor peut, en une phrase, démolir un blocage sur lequel vous buttiez depuis des mois, simplement parce qu'il a une perspective plus élevée et qu'il ne partage pas vos peurs irrationnelles. Enfin, s'entourer de preuves vivantes implique aussi de faire le tri dans ses relations actuelles. C'est une étape douloureuse mais nécessaire. Vous devez protéger votre écosystème mental des voix qui cherchent à vous ramener à votre ancienne version par peur de vous perdre ou par projection de leurs propres insécurités. S'entourer de réussite, ce n'est pas être élitiste, c'est être sélectif avec sa propre santé mentale. En fréquentant ceux qui vous tirent vers le haut, vous vous donnez la permission de grandir. Leurs succès deviennent vos références et leurs méthodes deviennent vos outils. Votre environnement devient alors un vent arrière qui propulse vos efforts au lieu d'être un poids qui les freine. En fin de compte, nous finissons par ressembler aux personnes avec qui nous partageons notre temps et nos pensées. Le succès n'est pas réservé à quelques élus. Il commence le jour où vous osez remettre en question ce que vous croyez immuable. Brisez une croyance et vous ouvrez une porte. Brisez-en plusieurs et vous changez de vie. Le pouvoir est déjà en vous. À vous de l'activer.